Notre travail sur Pédiacam. Voilà. C'est bon. Donc, mon travail porte sur l'échec virologique et mutation de résistance au cours des 5 premières années de suivi d'enfants infectés par le VIH sous traitement antirétroviral avant l'âge de 1 an dans la cohorte ARNS Pédiacam au Cameroun. Donc, je vais passer sur le plan. Nous savons tous que le traitement antirétroviral a été un tournant majeur pour les enfants infectés, pour la réduction de la mortalité et la morbidité. Pour autant, l'accès au traitement reste un problème et la rétention aussi, c'est une préoccupation majeure. Le Cameroun, avec 46 000 enfants estimés infectés, les enfants n'accèdent que pour 18%, n'ont accédé au traitement que pour 18% d'entre eux en 2016. En fait, c'est le deuxième pays qui représente 9% des 540 enfants VIH des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, après le Nigeria, où 8 sur 10 enfants ne reçoivent pas le traitement. C'est là. Je ne sais pas. Voilà. Tu fais défiler par les flèches. Par les flèches, oui. Ici. Ok, Oui. merci. Donc, le problème est important parce que dans nos pays à ressources limitées, les options thérapeutiques sont restreintes. Les ruptures fréquentes de stock des régimes thérapeutiques recommandées sont fréquentes et les problèmes de disponibilité des formes galéniques appropriées, d'adhésion et d'observation du traitement, d'où il y a un gros risque d'émergence des résistances aux ARV chez les enfants qui sont variables selon les études précédentes en fonction de la durée du traitement. En Afrique du Sud, on parle de 6% de résistance et ça varie, ça va jusqu'à 61% au Togo, 55% au Cameroun au niveau rural et 51% à Dakar au Sénégal. Donc l'objectif, c'était d'estimer la fréquence des échecs virologiques des enfants infectés et puis de décrire les mutations génétiques associées à ces résistances au cours des 5 premières années de suivi. Donc, la cohorte Pédiacam a démarré en novembre 2017 et la fin des inclusions, c'était en octobre 2011. Là, il s'agissait d'un groupe de mères VIH positifs et d'un groupe de mères VIH négatif. Nous avons sélectionné des enfants et nous avons pu établir 3 groupes. Et parmi ces enfants, nous avions des nourrissons qui étaient infectés, qui représentaient 69 enfants, des nourrissons issus de ces mères VIH positives qui étaient négatifs, 205 enfants, et enfin, le 3e groupe, les nourrissons nés de mères non infectées. Donc, en même temps, nous avons recruté des nourrissons qui n'étaient pas suivis depuis la naissance et qui ont été diagnostiqués dans les 3 centres qui avaient moins de 7 mois, que nous avons appelé le groupe 3I. Donc, ça, c'était la première phase. Au cours de la 2e phase, les nourrissons infectés ont donc été mis sous traitement précocement et suivi pendant 5 ans. Donc, les caractéristiques de l'organisation du suivi et la définition de l'échec, les enfants infectés qui concernent notre étude ici étaient des enfants du groupe I et 3I. L'initiation des ARV, la médiane était de 4,4 mois.
le bilan clinique a été proposé et bilan biologique à ces enfants tous les 3 mois jusqu'à l'âge de 2 ans et puis ensuite tous les 6 ans. Les enfants ont été définis pour la définition de l'échec virologique. Tous les enfants qui étaient sous TARV bénéficiaient donc de la charge virale, et quand 2 charges virales consécutives étaient supérieures à 1000 copies, ces enfants étaient rappelés. Nous faisions l'éducation thérapeutique et en même temps ils étaient prélevés pour les enfants qui avaient 2 charges virales consécutives supérieures à 1000 copies, un test de résistance selon la méthode de l'ARNS. Donc au total, cela concernait les 210 enfants qui ont été inclus dans Pédiacam. 7,7% sont décédés avant le traitement. 5 avaient refusé le traitement. Et au total, nous avons initié sous traitement 193 enfants, parmi lesquels 14,5% sont décédés avant les 6 mois et 9 étaient non compliants. Donc l'analyse dont on va parler concerne 156 enfants, exactement comme l'étude précédente. Donc les filles étaient un peu plus nombreux, représentaient 54,5%. La prophylaxie, les enfants qui avaient bénéficié de la prophylaxie à la naissance représentaient 65,1%. Et la charge virale à l'initiation était très élevée, représentait 6,5 logs. Le pourcentage médian à l'initiation était de 24%. Et les protocoles, on peut remarquer que parmi ces protocoles, puisque nous avons démarré en 2007, dans un des centres, nous avions quand même 10 enfants sur DKT. Mais la majorité des enfants, à peu près 105, étaient sous traitement à base de lopinavir. Donc, en ce qui concerne les échecs virologiques sur les 156 enfants inclus, 42% ont présenté un échec virologique. La durée médiane du traitement était de 10,7 mois, la charge virale médiane de 6,8 logs et le pourcentage de CD4 était de 23%. Les protocoles comportant le lopinavir, pour le protocole comportant le lopinavir, on avait 40 sur 105. La même chose pour la névirapine. 32 enfants, donc 50, à peu près la moitié, avaient un résultat avec un test de résistance. Et parmi les 32 enfants chez qui nous avions fait un test de résistance, 24 étaient résistants, c'est-à-dire 75%, et 25 étaient sensibles. Ces résistances, il y avait une fréquence élevée de mutations de polymorphisme dans le segment protéase, due surtout à la présence du VIH1 dans le sous-type non B et une prédominance de la mutation à cause du 3TC qui concernait le M184. Donc, quand on regarde, on voit qu'avec les antiprotéases, telles que le recommandait l'OMS, il n'y avait pratiquement pas de résistance et que nous avons plusieurs résistances, 75% de résistance avec le 3TC, avec le régime à base de nivérapine, 43,8%, et les favirins à peu près dans les mêmes zones, un peu plus bas, 40,6%. Mais pas de résistance par rapport à la DDI, le TDF. Évidemment, il faut dire que ce sont les enfants qui ont moins de 10 ans et qui n'étaient pas encore... mais une très très faible résistance
aux antiprotéases. Donc, en ce qui concerne les résistances, c'est justement pour confirmer la même chose. Il n'y avait qu'un seul enfant qui était sous l'opinavir, qui avait vraiment une résistance. Et sinon, toutes les autres résistances concernaient le 3-TC, le DKT, l'AZT et la nivérapine. En conclusion, on peut dire que la fréquence était élevée d'échecs virologiques et de résistance, et nous avons une grande difficulté pour l'atteinte du 3e 90, surtout quand on sait que ce n'est pas gratuit. En tout cas, on prône la gratuité, mais pour l'obtention de la charge virale, ce n'est pas gratuit. L'intérêt pour renforcer les options thérapeutiques chez les enfants est très, très importante. Et puis, l'intérêt aussi de la réalisation de tests de résistance en routine chez ces enfants suivis. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais ce test de résistance coûte quand même 125 000. Il faut savoir que là, c'était dans le cadre d'une étude et que cela était gratuit. Je vous remercie. Ok, merci Ida. Oui, 2-3 questions dans la salle. Le micro, il est là. Roland. Génétique, mais j'ai pas entendu parler de tolérance au traitement, qui pour moi en amont de la résistance pourrait être une cause d'échec également. Aucun des deux, ou alors j'ai mal vu, n'a parlé de tolérance au traitement, qui entraînerait une inobservance et une résistance. Hein. C'est un schéma qu'on a habituellement. Donc est-ce que vous avez des données là-dessus? Et la deuxième question pour vous, j'ai vu qu'il y avait plus de 60% des enfants qui avaient eu une prophylaxie. Oui. Est-ce que c'est corrélé à la résistance? On prend toutes les questions. Oui, on prend toutes les questions. Bon, si Désiré t'en veut répondre. Par rapport à la tolérance, l'étude présentée, on n'est pas revenu dessus, mais dans les études antérieurement publiées, on a des données sur la tolérance. Globalement, le traitement initié dans le cadre de mono était assez bien toléré. On avait très peu de toxicité grave, donc quelques cas d'anémie. Je crois que 2 enfants là où on a dû remplacer l'AZT par de l'abacavir. Quant à l'efavirenz, on a eu quelques cas également de troubles du sommeil ou d'hyperactivité rapportés par les parents chez 2 enfants, chez qui également il y a eu un switch pour revenir au lopinavir. Mais bon, dans cette étude, on ne l'a pas effectivement regardé si c'était lié. Merci. Merci Désiré. Alors la dernière question pour Ida. Oui, bonjour Ida. Oui, moi j'avais un commentaire. Je suis d'accord avec ta conclusion sur la difficulté. Là, c'est un essai, mais la vie réelle et la place du géno de résistance dans la vie réelle, compte tenu du coût. À vrai dire, cette étude, comme d'autres, elle illustre que si on a, enfin, tous les enfants ont du 3TC, quelle que soit la combinaison, et à vrai dire, l'intérêt du géno pour rechercher une mutation au 3TC, qui en termes de pourcentage est quasi constante en cas d'échec virologique, enfin 75%, mais en pratique, on peut se demander si c'est pertinent. Par contre, ça souligne, si on doit faire des choix économiques ou logistiques, en tout cas la nécessité de le faire quand on est sous non-nuc, enfin sous inhibiteur non nucléosidique. Après, se battre à tout prix pour faire un génotype de résistance quand on a une combinaison avec du lopinavir, juste pour démontrer qu'on a une 184 ou pas de 184 qui, en pratique, si on reste en échec, va arriver si on réitère le génotype. Ça permet en tout cas d'extrapoler à la vie réelle quand on doit faire des choix, évidemment. Si on n'a pas de limitation de ressources économiques et qu'on peut faire un génotype à tout le monde en échec, c'est bien. Mais en pratique, ça, je sais plus, c'est un commentaire qu'une question, enfin tu me donneras ton point de vue, mais
Si on doit faire le choix, moi je privilégierais les génotypes aux enfants qui sont sous inhibiteurs non nucléosidiques. Parce que eux, ça impacte leur choix ou pas de deuxième ligne. Les autres ont une 184. Oui, merci, parce que là, elle n'aura pas suffisamment de temps pour répondre. Désolée. Ok, je vais d'abord parler de la prophylaxie. Je pense que c'est important parce qu'il faut souligner que nous avons démarré en 2007 et aujourd'hui, une étude qui a été réalisée dans toutes les régions du Cameroun montre qu'il y a des résistances primaires très très importantes qui varient de 30 à 40% selon les zones, mais dans les zones Douala et Yaoundé où nous avons fait cette étude, effectivement c'est 30%. Et on a les résultats des traitements qui sont là, ce sont les traitements selon les recommandations de l'OMS. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut absolument insister pour que les enfants soient sous l'opinavir, parce que ceux qui ont bénéficié, qui avaient des résistances primaires, ont quand même, sont en vie, alors qu'on avait une trop grosse mortalité. Ça n'a pas été analysé dans les prochaines études. Nous allons peut-être les analyser par rapport à cette résistance primaire. Maintenant, les études pour la tolérance, c'est vrai que nous avions eu des problèmes avec le lopinavir, mais là encore, je crois que l'éducation thérapeutique a permis à ce qu'il n'y ait pas d'abandon de traitement. Je pense que le génotypage, c'est important, mais au vu du coût, si on veut le faire en routine, ça pose un problème majeur. Qui va payer pour nos pays? Je pense qu'on est en train de se battre pour ça, mais ça n'est pas évident, parce qu'il faut trouver quelqu'un qui va payer. Et je pense que en faveur de ça, pour faire santé publique, il faut trouver des traitements qui ont une barrière génétique plus confortable pour nous permettre de naviguer à vue. Merci. Ok, merci Ida. Et nous espérons que cette cohorte Pédiacam pourra vraiment nous faire avancer sur la prise en charge pédiatrique dans notre contexte. Merci. Alors, nous passons maintenant aux plus grands, aux adolescents, avec la communication de Marie-Chantal Kakou, qui est psychologue à Abidjan. Merci Marie-Chantal. Alors, si tu peux le faire en 10 minutes, comme ça on aura un peu plus de temps pour